Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Sahel colonial, histoire de contact, histoire de conquête, empire, royaume, chefs tribaux. Comment s'organisait le Sahel avant l'arrivée du colonisateur? Comment étaient découpés ces territoires et d'ailleurs, l'étaient-ils? Lors de la conférence de Berlin en 1885, les Européens se partagent l'Afrique. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous aviser. Chante Tiken Jah Fakoly, lui, que plus rien n'étonne. Évident, c'est pas évident le Sahel. Qu'est-ce que le Sahel? Bon, le Sahel, c'est d'abord une définition géographique, donc c'est en gros les bordures des zones désertiques sahariennes. Alors, nous, en général, nous, les spécialistes du Sahel, on a tendance à penser aussi que c'est difficile de penser le Sahel sans le Sahara, et de lier les deux ensemble est souvent très important pour comprendre à la fois l'économie et la structure intellectuelle de la région. Benoît Beuchet, bonjour. Bonjour. Le Sahel, donc, c'est la limite sud du Sahara, mais on ne peut pas comprendre le Sahel sans comprendre aussi le Sahara. Exactement. Sahel, ça vient de l'arabe rivage. Donc c'est vraiment l'idée que le Sahara, c'est un océan de sable, donc qu'on traverse. Il y a un axe nord-sud précolonial très important de commerce, la cola, les esclaves, l'or, le sel. Donc c'est ça la situation à l'époque précoloniale. Donc c'est moins une barrière que finalement un espace qui se traverse. Et le Sahel est une zone de contact. Je crois que c'est vraiment important, entre notamment l'Afrique du Nord et puis ce qu'on appelle de manière un peu abusive l'Afrique subsaharienne, parce qu'en réalité, les États de l'Afrique subsaharienne ont une partie de leur territoire, pour certains, qui lèchent le Sahara au nord. Bonjour Daouda Gari Tunkara. Bonjour. Alors le Sahel ne peut pas se comprendre sans le Sahara, mais le Sahel ne peut pas se comprendre sans tout ce qu'il y a au sud, c'est-à-dire tous ces États. On va dire que le Sahel n'existe pas en tant que tel, mais comme la plupart des régions du monde, il faut changer sans cesse d'échelle pour comprendre ces territoires. Tout à fait. Alors au sud du Sahara, on a différentes formations politiques à l'époque précoloniale, des empires, des royaumes, des sociétés sans État et qui sont connectées aux sociétés sahariennes et méditerranéennes. Et cette zone a été découpée par le découpage colonial. Ah oui, parce que ça, c'est la grande question. Quand aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de Mali, de Niger, etc., est-ce que ça a un sens pour ce qui existait avant la colonisation? Est-ce que la notion même de Mali, ça correspond, je sais pas moi, à un peuple qui serait installé là ou pas? Alors, oui, il existe le Mali ancien qui a été créé au XIIIe siècle, du XIIIe au XVIe siècle, par les Malinké, littéralement les gens du Mali. C'était un empire vaste qui allait du Sénégal au Niger et un empire décentralisé. J'insiste sur ce point. Ouais, c'est ça, quelque chose ici qui correspond à un passé, mais un passé qui a été transformé, sans doute utilisé et revisité au moment des indépendances. Quand les Européens arrivent dans la région, c'est quoi? Je vous parle du Sahel, mais c'est compliqué parce que c'est tellement vaste, ça traverse un continent entier. Benoît Beuchet, c'est quoi ce Sahel? C'est des territoires, des royaumes, là on vient d'évoquer oui, bien le Mali. sûr. Alors déjà, je crois que ce qui est vraiment important, c'est de le concevoir comme un espace dynamique sur le plan historique. Donc c'est pas une histoire stationnaire, c'est pas des sociétés de la tradition, engluées dans la tradition. Donc il y a des dynamiques. Au moment où l'expansion coloniale européenne et singulièrement française commence, en fait, à partir du Second Empire, des années 1850, à partir du Sénégal, les grandes transformations, c'est des transformations politiques, sociales, religieuses, et je pense notamment à l'islam, qui est un facteur de transformation extrêmement important. Et puis, du point de vue politique, on a également des formes d'impérialisme aussi qui existent, africains précoloniaux, avec des empires qui se dilatent, certains qui sont qualifiés de théocratie, et des sociétés également sans État. Faut jamais l'oublier. Énormément de sociétés ne sont pas organisées sous forme d'État. C'est ce que, d'un point de vue péjoratif, la littérature coloniale appelle des sociétés entre guillemets acéphales. C'est-à-dire sans tête, sans pouvoir centralisé. Donc on a une variété très importante de systèmes politiques et des rapports de force qui sont extrêmement complexes. Oui, le colonisateur aime bien, j'imagine, échanger avec des entités, alors quelle que soit la forme, royaume, empire, qui correspondent à leur propre représentation. Camille Lefebvre, des pays au crépuscule, c'est le titre de votre ouvrage qui étudie le moment de l'occupation coloniale Sahara-Sahel, avec un chapitre qui s'intitule « Quand le monde était monde ». Moi, j'aime bien cette notion-là. D'ailleurs, bravo pour les titres de chapitres. Non, mais c'est vrai, ça donne envie de les lire. « Quand le monde était monde », c'est-à-dire
Alors, c'est l'idée d'appréhender cette histoire à propos des récits que les gens faisaient au moment où les colonisateurs sont arrivés. Et donc, en reprenant leurs propres récits, l'expression est une expression qui est utilisée dans une source en Haoussa. Et l'idée, c'est quand le monde n'avait pas été encore transformé. Alors, dans la région dans laquelle je travaille, on est dans le Sahel, le Sahara central. Là, on est dans une région où il y a eu un djihad qui a été très important, le djihad de Sokoto, qui a complètement modifié l'organisation de la région. Et quand les colonisateurs arrivent, ils arrivent dans un espace qui a déjà été transformé par un État expansionniste qui a cherché à convertir par la force ou à transformer par la région. Et donc, ils s'adaptent en quelque sorte à un monde qui a déjà changé au cours du 19e siècle. J'aime beaucoup cette idée-là parce qu'il ne faudrait pas tomber dans l'erreur de dire que l'histoire africaine avant la colonisation existait mais qu'elle était figée. C'est pas figé, c'est-à-dire que tous ces territoires que l'on a pu évoquer évoluent sans cesse, sont en contact les uns avec les autres. Daouda Gari Tounkara, ce monde que vous évoquiez, celui du Mali, là aussi, cet empire du XIIIe siècle a évolué, a connu des vicissitudes. Il y a toujours cette mémoire qui existe. Tout à fait. C'est les griots, les djeli en malinké qui perpétuent cette mémoire, cette conscience historique. Et au 19e siècle, au moment de la conquête coloniale, il y avait par exemple le royaume du Kénédougou, donc au sud-est du Mali, à côté de la future Haute-Volta et de la future Côte d'Ivoire, qui gérait un royaume un espace d'environ 40 000 mètres carrés, avec un roi, des gouverneurs, qui étaient les représentants du roi, des structures politiques qui étaient restées autonomes en échange d'un tribut versé au roi. Et là aussi, on avait un système politique décentralisé. En fait. La question se pose souvent, celle des sources, quand il est question d'histoire africaine ancienne. Cette histoire que vous nous racontez, Daouda Gari Tounkara, quelles sources vous permettent de l'étudier? Parce que c'est pas si simple que ça. On imagine ces registres, notamment dès qu'il y a de la fiscalité, des reçus. Pas comme ça que ça doit se concevoir. Quelles sources on peut utiliser ici? Alors, il y a la tradition orale, donc qui perpétue l'histoire du Kénédougou jusqu'à aujourd'hui. Il y a les archives coloniales. Et donc dans ces archives, c'est les archives on va dire des puissants. Mais en fait, dans ces récits, on retrouve la voix des petits ou des petites gens à travers des plaintes, à travers des formulations ironiques. Et c'est le croisement de ces différentes sources qui permettent d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a des sources, faut le rappeler sans cesse. Camille Lefebvre, dans ces récits que vous évoquiez, là aussi, la source, ça peut être l'oralité, et puis il y a tout ce qui a pu être mis par écrit au moment de la colonisation. D'autres sources possibles, je pense à l'archéologie, je pense à des choses comme ça. Alors il y a eu une grande évolution méthodologique et historiographique, on peut dire en gros ces 30 dernières années, avec la redécouverte notamment de la culture manuscrite en langue arabe, qui à partir du XVIIe siècle est très très importante dans tout le Sahel, avec des gisements de manuscrits très importants, à Tombouctou évidemment, mais aussi à Chinguetti, à Sokoto, à Agadez et dans une variété de lieux. Et depuis, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait longtemps pensé à un corpus beaucoup plus restreint qu'il ne l'est et il y a en réalité beaucoup d'autres sources qui restent à explorer. Notamment, par exemple, je travaille sur des documentations en langue africaine qui ont été collectées au XIXe siècle, notamment par des linguistes, et qui donnent accès à la culture populaire, à des chansons, à des récits historiques, notamment. Benoît Beuchet, vous avez particulièrement étudié le Burkina Faso, donc Haute-Volta. Il y a toujours cette complexité géographique pour essayer d'identifier en une seconde mentalement sur une carte où ça se trouve et puis de se rappeler qu'il y avait un autre nom auparavant. Manger le pouvoir au Burkina Faso, la noblesse mais aussi à l'épreuve de l'histoire. Alors là, moi je veux deux précisions. Manger le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire dans le titre de votre ouvrage? Oui, alors effectivement, manger le pouvoir, ça, en fait c'est un double clin d'œil. D'abord c'est les Mossi eux-mêmes. Donc les Mossi sont une société qui sont majoritaires aujourd'hui au Burkina Faso, qu'il était aussi à l'époque coloniale lorsque la Haute-Volta existait, c'est-à-dire à partir de
1919. Et les Mossi disent que leurs chefs, certains de leurs chefs ont mangé le pouvoir, Rinam, ce qui donne Rima, c'est-à-dire roi, littéralement souverain, qui ne dépend que de Dieu. Donc ça, c'est la première référence. Et puis la deuxième, c'est un clin d'œil à Jean-François Bayard, à sa sociologie historique de l'État en Afrique, la politique du ventre, parce que l'idée de mendication du pouvoir, c'est aussi ça. C'est-à-dire que derrière, il y a des rentes financières, symboliques, etc., que cette noblesse africaine tire en fait de sa position de pouvoir et qu'elle va maintenir jusqu'à quasiment de nos jours, puisqu'on a toujours un roi qui trône aujourd'hui à Ouagadougou et dans d'autres royaumes aussi, dans cette république burkinabé. Mais on trouve la même expression à Haoussa aussi, et j'imagine peut-être aussi dans les langues que tu connais, Daouda. On mange aussi le pouvoir en Haoussa et en Kanuri notamment. Tout à fait. Et je précise que la colonisation, c'était pas les conquérants contre les résistants. Et dans les familles puissantes sur place, aristocratiques ou nobles, il y a beaucoup de familles qui ont essayé de tirer profit de la nouvelle donne coloniale et pour manger justement le pouvoir et manger les possibilités, manger à partir des possibilités offertes par le système colonial. Parce que ça, c'est une question fondamentale qu'on n'a pas dit encore. C'est des sociétés très hiérarchisées, avec des hiérarchies sociales extrêmement fortes, et ça joue sur comment la colonisation va se jouer. Oui, parce que ce que vous venez d'évoquer là, c'est au cœur de toute cette réflexion, hein. Ce sont ces élites qui étaient présentes et on a un panorama qui n'est pas possible de détailler, c'est extrêmement complexe, mais comment ces élites-là vont agir avec le colonisateur. Et dans ce monde, il y a les entités, les royaumes, etc., il y a les peuples aussi. Si loin que je remonte dans la mémoire de nos ancêtres, on ne vit jamais guerrier te surpassant. Nos hommes ont-ils subi des pertes? Non, père. Ils ont été valeureux et prudents. Ce jour est jour de fête. Kenenga, viens près de moi. Regarde-moi. Ce jour est jour de fête, mais les yeux de ma fille sont emplis de mélancolie. Qu'as-tu, Yenenga? Père, je suis heureuse d'avoir de nouveau conduit les troupes à la victoire. Cependant, au retour des combats, une indicible tristesse me gagne. Père, tu es le roi de Dakomba. Les dieux, hélas, ne t'ont jamais accordé l'héritier mâle que tu appelais de tes vœux. À mes 16 ans, j'ai accepté de mener les hommes à la guerre. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. A-t-on pour toujours oublié que je suis femme ? L'origine du peuple Mossi, émission Terre de légende en 1964. Je vous voyais là, tous les trois, vous regardez avec... Non, parce que cette histoire vous parle. Enfin, ça y est, vous avez réussi à l'identifier. Tout à l'heure, Benoît Beuchet, vous avez parlé des Mossi comme d'une société. Moi, j'aurais dit peuple. Juste une nuance sur le vocabulaire à utiliser. Oui, il y a toujours beaucoup de précautions à prendre. Alors, vous savez que, par exemple, le terme d'ethnie a été déconstruit dans les années 80-90. Donc, c'est quelque chose... un outil conceptuel qu'on prend avec beaucoup de pincettes parce que il s'est substitué de manière un peu malicieuse parfois au mot race. Et donc il y a cette difficulté-là. Et puis l'autre point, peuple, là aussi ça renvoie quand même à une histoire assez occidentale, celle des États-nations. Donc c'est parfois un peu compliqué de l'utiliser comme ça sans précaution. Si je peux me permettre juste une petite chose, c'est que Yenenga justement a fait partie d'une sorte de mythe national. En tout cas, c'est comme ça que les choses étaient perçues par les colonisateurs français. Et en quelque sorte, Yenenga, c'est un petit peu la Jeanne d'Arc de ce peuple Mossi. Et c'est intéressant parce que ce sont les Français qui vont faire émerger une version dominante des origines des Mossi. Parce qu'en fait, il y en avait des dizaines qui existaient, des dizaines de variantes dans la tradition orale. En fait, les traditions orales. Et eux, ils vont ils vont sélectionner celle qui est peut-être la plus conforme à l'image qu'ils peuvent se faire justement de ce qu'est un peuple, par finalement un jeu de miroir avec la société française, en fait. Camille Lefebvre.
Non, je voulais réagir sur la question du vocabulaire parce que nous, les historiens et les historiennes de l'Afrique, on est on réfléchit beaucoup à la question des catégories justement parce que notre vocabulaire en français, il est encore très marqué par la colonisation et donc on essaye de se détacher de tous ces vocabulaires coloniaux. Donc on n'utilise pas non plus chef tribaux, on n'utilise même pas précolonial ou alors rarement seulement pour la compréhension. Moi, j'essaye même d'éviter conquête ou partage de l'Afrique, toutes les notions qui mettent en scène en fait de manière positive sans qu'on s'en rende compte. L'action des colonisateurs. Ah ben j'aime beaucoup que vous déconstruisiez mon propre discours. Non mais moi je suis pas un spécialiste de l'Afrique et je trouve ça très pertinent. Par exemple, chef tribaux, vous l'utilisez pas. Qu'est-ce qu'il faudrait utiliser ? Alors, on essaye d'utiliser les mots qui sont utilisés dans ces sociétés elles-mêmes. Et sinon, on essaye d'utiliser des mots neutres. Le problème de tribal, c'est que ça a forcément des connotations péjoratives. On n'utilise pas chef tribal pour parler d'un chef breton ou occitan. Voilà, donc on essaye d'utiliser... moi, j'utilise sultan parce que c'est des sultans. Ils se définissent comme des sultans dans la région dans laquelle je travaille. Alors, moi, j'ai peut-être un peu plus de difficultés avec on n'est pas forcément d'accord non plus. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Camille Lefebvre vient de dire. Chef, en fait, c'est un terme assez administratif. Dans la littérature coloniale, il aplanit tous les niveaux de pouvoir. Donc, en fait, vous pouvez avoir des empereurs, des souverains, des rois, des chefs de village, etc. Donc, ça aplanit. C'est un terme assez générique. Traditionnel, ça, on le jette aux orties sauves pour expliquer ce que ça signifie dans l'esprit des acteurs sociaux. Et je terminerai juste en disant, j'ai beaucoup réfléchi à la question et je me suis rendu compte que c'était difficile de traduire, en fait, chez les Mossi en tout cas, les noms du pouvoir, parce qu'ils n'utilisent pas de terme arabe pour ça. Et donc, Naaba, Nam, ça correspond à une philosophie du pouvoir qui est très difficile à traduire. Moi, j'ai utilisé noblesse, le mot noblesse, j'ai utilisé le mot roi, et je l'ai fait exprès pour montrer aussi qu'on peut comparer le politique. Donc, on peut utiliser des concepts, bien sûr, en essayant de les ajuster pour qu'ils n'écrasent pas cette histoire africaine, mais pour permettre la comparaison aussi sur de plus larges échelles. Qu'est-ce qu'un empire ? Voilà, par exemple. Daoud Agari Tunkara, du côté du Mali, comment on utilise ce vocabulaire? Parce que c'est vrai que c'est très subtil et moi je vois la difficulté ici. Utiliser un vocabulaire qui permet de comparer, c'est formidable, mais en utilisant un vocabulaire qui permet de comparer, dans le même temps, on fait preuve de domination en imposant notre vocabulaire aux autres. Au Mali, ça se passe comment? Alors au Mali, il y a une superposition d'appellations. Donc le vocabulaire pour désigner le roi, les gouverneurs est resté dans le langage. Donc par exemple pour le roi c'est Fama, pour les gouverneurs c'est Dgoukounasgi. Et donc c'est quelque chose ce sont des appellations qui sont toujours utilisées. Et en même temps les appellations d'origine coloniale sont venues s'ajouter à ces appellations-là. Donc commandant. Par exemple, le commandant de Serre de Sikasso, on l'appelait le grand commandant, commandant Ba, son adjoint, commandant Fitini, le petit commandant. Enfin, donc ça donne des niveaux de pouvoir, de qualification du pouvoir qui sont complémentaires. Le pouvoir colonial étant le plus récent à l'échelle de l'histoire de Sikasso. Mais qui n'efface pas les pouvoirs antérieurs. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Daoud Agari Tunkara, il y a cette association avec les élites. Et ça, c'est ce qui fait la force de la réflexion sur la colonisation, Camille Lefebvre. Quand le colonisateur arrive, déjà, il doit comprendre, et peut-être avec moins de précautions que le font historiennes et historiens, l'organisation. Est-ce que c'est un souci, ça, du colonisateur, de savoir, en gros, qui est le chef ? Savoir qui est le chef, oui. Comprendre, pas vraiment. Soyons clairs. Souvent, malheureusement, les colonisateurs s'intéressent assez peu à ces sociétés et ont tendance à essayer de les comprendre par rapport à ce qu'ils ont déjà connu avant. Donc, quand ils arrivent dans la région sur laquelle je travaille, le Niger, ils sont déjà passés au Mali, ils sont déjà passés au Burkina, et ils vont avoir tendance à lire et à tenter de comprendre ces sociétés en utilisant des schémas qui se sont construits avant, même parfois encore avant en Algérie, et à plaquer ces schémas sur ces sociétés. Donc, ils comprennent certaines choses et d'autres, la subtilité, la complexité, ils passent souvent à côté. Benoît Bachet. Alors, moi, j'allais dire que l'espace que j'étudie est un peu un espace d'exception. C'est ce qu'on a toujours l'impression. On a toujours l'impression de ça quand on est passionné par son sujet. Mais je suis d'accord dans les grandes lignes. Il y a des petites nuances pour le pays Mossi, par exemple. Parce qu'on a des administrateurs coloniaux très peu. Mais on a des militaires, notamment, qui font des monographies. Et certains les font sans qu'on leur demande.
Alors, soit vous avez des officiers qui sont chargés de rédiger un traité de protectorat opposable aux grandes puissances européennes, ils font des enquêtes ethnographiques pour savoir quelle est l'étendue du royaume avec lequel on signe le traité, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais par exemple, on a un capitaine Lambert qui va faire une monographie qui a été utilisée par Michel Izard, anthropologue, pour retracer l'histoire du Moro précolonial. Alors, c'est un regard de l'époque, c'est des mots de l'époque, mais certains administrateurs coloniaux, ont une sensibilité pour ça. C'est pas la majorité, ça je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça il y en a partout, des exceptions qui ont vraiment fait des travaux importants, qui se sont vraiment intéressés à ces sociétés, il y en a un peu partout, et on travaille encore souvent avec les documentations qu'ils ont produites, mais la majorité va être dans un rapport un peu plus distancé. Avec l'importance de maîtriser la langue. Le commandant Lamy s'était surtout fait remarquer à El Golea, aux confins du désert. Dans cette région, où le danger était partout, et partout invisible, il avait réussi à atteindre les âmes et à fixer les choses. Pour écouter sa parole de justice et de bonté, nomades farouches et guerriers turbulents, qu'un Coran mal interprété retenait loin de notre civilisation, franchir les distances. Sans intermédiaire, car il parlait l'arabe couramment, il communiqua à tout ce peuple en burnous, groupé à ses pieds, sa pensée constructive, et c'est ainsi qu'il est parvenu sur un sable mouvant à jeter les bases solides d'une pénétration méthodique. Oh bah dites donc, une fois que ça c'est dit, nous sommes en 1950, c'est une conférence, un discours de Léon Baréty, figure politique des Alpes-Maritimes, longtemps député, à propos du commandant Lamy qui nous conduit sur l'expédition Fourreau-Lamy en 1898, qui est censé traverser l'Afrique. Très intéressant, cette figure-là du commandant Lamy qui parle l'arabe et avec tous ces gens qui l'écoutent. Alors, il va pas jusqu'au bout, il dit pas tout de ce qu'a fait le commandant Lamy, parce que quand il traverse le Sahara, il se fait pas appeler le commandant Lamy, il se fait appeler El Hadji Lamine, et il se fait passer pour un musulman. Effectivement, il cherche à atteindre les âmes, mais comment il le fait? Donc, en disant qu'il est musulman, en ayant toujours 2 chapelets musulmans à la main, il fait la prière, il fait le ramadan, il dit la Fatiha, et donc, il surjoue, en quelque sorte, la conversion vis-à-vis des populations, et il utilise ça dans ses rapports avec les différentes personnes qu'il rencontre. L'aspect religieux est à prendre en compte dans cette histoire comme une évidence, pas seulement religieux puisqu'il y a la langue associée à l'islam qui est l'arabe. Est-ce qu'on peut dire qu'ici on a un élément d'unité pour le Sahel, Daouda Gari Tunkara, que on va dire, en tout cas pour les lettrés bien sûr, l'arabe ça va être une langue qui va permettre d'avoir une communication quel que soit l'endroit où nous nous trouvons? Alors l'aspect religieux joue dans la mesure où c'est les colporteurs, les grands marchands au Sahel, donc je pense au Dioula, au Haoussa, au Yarcé, étaient en contact avec leur homologue maghrébin, et donc il y avait une unité commerciale et autour de l'islam. Par contre, ce sont les langues locales qui étaient utilisées pour la communication de manière générale. Donc, ça va être le Haoussa, le Moré, le Dioula ou le Mandingue. Et l'aspect religieux intervient selon les zones. Dans le sud du Soudan, ça intervient à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un phénomène de conversion de plus en plus important. Et c'est aussi une réaction au système colonial, à l'oppression culturelle coloniale. C'est-à-dire, c'est les gens qui, à partir de ce moment-là, commencent à se convertir à l'islam. Et donc là, il y a un changement symbolique, culturel. Oui, c'est ça, renforcer son identité par la religion. C'est vrai, sur cet aspect religieux, alors, oui, c'est vraiment une très grande complexité. Alors d'abord, sur l'aspect linguistique, moi ce que je vois dans ces royaumes aussi précoloniaux, c'est que l'arabe, c'est la langue de la diplomatie. C'est ce qui permet de communiquer avec des États voisins, c'est une lingua franca en quelque sorte. Et d'ailleurs, les militaires français qui vont faire ce qu'on appelle entre guillemets la conquête, la guerre, ils l'ont bien compris puisque les traités par exemple sont rédigés à la fois en français et en arabe. Il y a double traduction avec bien évidemment des écarts énormes entre la partie française et la partie arabe, donc c'est très clair. Donc l'arabe c'est vraiment important. Les nouvelles circulent très très vite, et justement parce qu'il y a aussi des langues qui permettent cette circulation-là. On est étonné
la vitesse à laquelle les rumeurs partent, par exemple. Ça, c'est un autre point. Et enfin, je terminerai juste en disant au sujet de la religion. Par exemple, les Mossis ont passé pendant très longtemps dans la littérature coloniale comme un peuple assez réfractaire à l'islam, ou en tout cas très superficiellement islamisé, ce qui est loin d'être tout à fait juste. Mais c'était vraiment cette idée, un rempart animiste qu'on pouvait finalement instrumentaliser face à une expansion de l'islam. Et l'islam fait peur aux militaires français en particulier, parce que c'est une capacité de fédération en quelque sorte, de regroupement des résistances. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Ils ont essayé de jouer sur ces différences religieuses. D'ailleurs, Camille Lefebvre, vous avez évoqué ce mot de djihad. C'est cette peur de la part du colonisateur français d'être confronté à une association religieuse par le djihad plutôt que à un roi ici, un autre souverain là-bas, ou un chef. J'utilise ce mot générique. La question de l'islam est effectivement complexe parce qu'on a des régions qui sont islamisées depuis très longtemps, avec effectivement des élites musulmanes, avec les commerçants, avec aussi des lettrés, des familles de clercs qui ont un rôle très important dans cette société, y compris auprès des non-musulmans. Mais on a un islam qui est très inégalement réparti et surtout on a un islam qui côtoie partout dans la région aussi des populations non musulmanes ou très peu islamisées. Donc on a un espèce de patchwork avec des gens très musulmans depuis très longtemps, qui vivent à côté de gens qui ne sont pas musulmans ou de gens qui sont musulmans mais un peu en même temps, qui sont plein d'autres choses en même temps. Et ça c'est quelque chose qui est aussi compliqué à saisir pour les colonisateurs, qui voient soit les gens sont soit musulmans, soit pas musulmans. Et dans cette région c'est plus compliqué. Donc ils inventent tout un tas de vocabulaire. Donc et on disait dans le document oral le Coran mal interprété, où ils disent qu'ils sont superficiellement musulmans. C'est parce qu'ils ont du mal à saisir ce rapport à la religion complexe. Et puis voilà, donc ils ont aussi un rapport ambivalent à l'islam, c'est-à-dire qu'à la fois ils préfèrent traiter avec des musulmans parce qu'ils ont l'impression que c'est des gens qui parlent comme nous. Voilà, on peut leur parler avec des textes écrits, c'est facile de communiquer avec eux, on peut faire confiance à leurs paroles, c'est tout le type de discours qu'ils utilisent. Et en même temps, ils ont toujours peur du fanatisme. L'obsession du fanatisme musulman va être, dès le début de la colonisation, une des obsessions françaises. Benoît Beuchet. Et pour compléter justement ce que dit Camille Lefebvre, il y a aussi un tournant du côté français. Pendant un certain temps, on avait quelques officiers et administrateurs civils qui pensaient que finalement mieux valait que les Africains soient musulmans parce que c'était déjà un pas franchi sur la voie de la civilisation. Ce serait moins difficile ensuite d'arriver jusqu'à la civilisation soi-disant la plus avancée, c'est-à-dire française en l'occurrence. Et puis, donc il y a une expérience algérienne aussi qui est importante avec les bureaux arabes qui ont été constitués dès les années 1830, etc., etc. Faut jamais oublier ça. C'est la matrice algérienne, elle est très importante pour comprendre la suite. Mais il y a aussi un retournement qui va se faire avec deux massacres qui vont être très connus en France. La presse populaire va s'en emparer. C'est le massacre de la mission Flatters en 1881 et le massacre en 1905 de Kopolani. Et alors là, c'est vraiment l'idée un peu plus répandue que l'islam, c'est le fanatisme. L'islam, c'est dangereux. Et on parle d'islamisme à l'époque. On dit islamisme. On ne dit pas l'islam tout court d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est aussi lié à une forme de méconnaissance. L'islam que connaît le colonisateur, c'est celui de l'Algérie qui n'est pas exactement le même, lié à une société différente. Daouda Ghairi Tounkara, sur cette peur de l'islam. Mais alors, dans le cas du Mali, et je reprends ce que disait Camille Lefebvre, on ne peut pas tout comparer. L'islam n'est pas le même partout, par le moment où il est arrivé, et puis par son empreinte dans la société. Tout à fait. Pour aller dans le sens de ce que disait Camille, les populations de Tombouctou au nord sont islamisées depuis très longtemps. Les populations de Sikasso au sud sont islamisées depuis beaucoup moins longtemps. Donc ça crée des différences culturelles, des pratiques dans les pratiques culturelles. Et l'autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est que le pouvoir colonial se présente comme un pouvoir puissant, dominateur, et c'est un pouvoir qui est aussi hanté par la subversion, qui n'est pas sûr de sa force. Et le problème avec l'islam pour le pouvoir colonial, c'est une union des chefs musulmans, notamment à partir de la Première Guerre mondiale, puisque, vous savez, il y a l'Empire ottoman qui est allié aux Allemands. Et donc là, il y a des craintes multipliées par rapport aux musulmans et à l'expansion de l'islam. Donc, tout ça pour dire que c'est un pouvoir
fort militairement, mais qui est angoissé, si je puis utiliser ce terme. Oui, mais il y a de quoi. Hein. Nous sommes dans un contexte, même s'il y a ces contacts présentés parfois du point de vue du colonisateur comme pacifiques, et puis bien sûr, il y a ces contacts guerriers. Alors, le roi convoqua les grands. Ce témoignage, sous quelle forme peut-on trouver ce témoignage? Quelle source? Alors c'est un texte bilingue en Haoussa et en Kanouri, écrit en caractère arabe, donc ce qu'on appelle l'adjami, qui a été collecté en 1904 au Caire par un linguiste allemand, parce que celui qui l'a écrit, El Hadji Moussa Ibn Hussein, est au moment de l'arrivée des Français parti faire le pèlerinage à la Mecque et n'est jamais revenu. C'est une immigration assez massive, hein, il y a plusieurs milliers de personnes qui quittent la région et qui vont s'installer au Soudan, au Caire, dans le Hijaz, et qui restent là ensuite pendant toute la période coloniale. Et donc, il a donné ce texte à ce linguiste allemand, Rudolf Pritzeux, à l'oral et aussi à l'écrit. C'est une forme de tradition orale qu'il aurait composée à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il se pose comme question, en fait? Parce que là, on voit toute une réflexion ici autour de que devons-nous faire des Français qui arrivent? Alors, c'est un des points très intéressants du texte, c'est que lui, c'est un lettré musulman et qui est à l'intérieur de la cour et qui montre comment, dans la cour, il y a des débats autour de qu'est-ce qu'il faut faire à différents moments, au moment de l'assassinat de Kazmi Ajou, mais à plein d'autres moments. On voit que à la fois les lettrés, les politiques, mais aussi les gens de la ville essayent de comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et ça, c'est un point très important. Les gens jugent les situations qu'ils vivent par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. Et tout un des discours, c'est cette chose-là, on ne la connaît pas. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Leurs armes, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et donc, on est en quelque sorte à l'intérieur de cette cour du sultan de Zinder où ils essayent de comprendre comment faire et quelles vont être les conséquences de ce qui est en train de se passer. Daouda Gari Tunkara, vous êtes historien chargé de recherche au CNRS. L'Afrique des savoirs au sud du Sahara, 16e, 21e siècle, acteur support pratique, coécrit avec Didier Nativelle. Le cas du Mali, par exemple, et on évoquait ses contacts, est différent d'autres espaces du Sahel, parce que il y a des endroits où les contacts sont anciens, où là, j'ai envie de dire, on sait déjà faire, et où les élites ont déjà engagé des tractations, des relations avec ceux qui ne sont pas encore les colonisateurs, mais qui vont le devenir. Tout à fait. Alors, au niveau du Kénédougou, quand les Français arrivent, il y a une logique ancienne qui est de rechercher un allié dans le cadre de rivalités politiques régionales. Donc, au départ, les Fama essayent de négocier avec les Français. Et puis, ils se rendent compte que finalement, les Français ont d'autres visées. Et donc, le dernier Fama, Babemba, décide de résister à l'armée coloniale. Et donc, il a dit, moi vivant, les Français ne rentreront pas à Sikasso. Et effectivement, Sikasso avait été entouré par une fortification qui faisait, selon les dires de l'époque, 6 mètres à la base, 8 mètres de haut, 10 km de long. Donc cette fortification a été bombardée par l'artillerie pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, les soldats sont rentrés dans Sikasso et Babemba, le Fama, s'est donné la mort. En fait. Et ce que l'administration coloniale a fait à ce moment-là, c'est de récupérer une partie des anciens gouverneurs du Fama, du roi, qui s'étaient ralliés à sa cause, pour les nommer chefs de canton et les installer à Sikasso. Donc c'est... Ouais, canton. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs ce même mot de canton, c'est-à-dire que c'est le colonisateur qui impose une idée de canton, mais associée à l'ancienne administration. Tout à fait. Je reprends ce que disait Benoît tout à l'heure. Ça aussi, c'est une matrice algérienne importée en AOF. Donc les cantons sont une création coloniale entre le cercle, qui était l'unité la plus large après la colonie, et les villages. Donc c'était un regroupement de villages qu'on a essayé de faire correspondre aux anciennes provinces du Kénédougou. Et là, ça a créé une confusion puisqu'on a repris des gouverneurs ralliés à la cause française et qu'on les a placés à la tête de ces cantons. Du coup, ça faisait une espèce de double administration, de double temporalité pendant la période coloniale.
Benoît Boucher, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest et centrale à l'université Paris-Cité. Est-ce qu'on a la même chose, le même phénomène au Burkina Faso, anciennement, enfin, Haute-Volta, quoi? Alors oui, effectivement, on a des officiers français qui sont des officiers de la Troisième République, qui font la conquête de cette partie de l'actuel Burkina Faso, le pays Mossi. Vous les chanoines, de triste mémoire, on en reparlera peut-être. Et ces officiers de la Troisième République, bon, ils ont une vision assez claire, c'est-à-dire que finalement cet espace auquel ils ont affaire est un espace qu'il va falloir diviser sur le plan administratif en calquant un petit peu ce qu'on connaissait en France, finalement. Tout est fait en fait par jeu de comparaison avec ce que les officiers connaissaient de leur propre histoire. Alors sur l'échelle de l'évolution, entre guillemets, telle qu'il l'a pensé, il situait les Mossi à l'époque féodale. Donc c'est plutôt ça. Et on avait affaire à des royautés dont ils pensaient qu'elles étaient plutôt très centralisées, très territorialisées, et dont on pouvait faire finalement une sorte de cascade de commandement, avec comme ça des niveaux très marqués de pouvoir du sommet, c'est-à-dire le roi, jusqu'à la base, le village, en passant par les cantons. Et aussi les régions, etc., etc., etc. Or, la réalité fonctionnait pas du tout comme ça. Je pense que là, nous tous, sur nos champs de recherche, on se rend bien compte que là, il y a évidemment une disjonction entre la situation précoloniale et coloniale. Mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que du point de vue de la cour royale Mossi, ça a eu certains avantages, cette vision des choses. Ça a aussi permis de mettre fin à des révoltes internes, ou en tout cas à des tentatives de sécession interne. Ça a permis aussi de davantage territorialiser le pouvoir, ce qui a eu aussi des effets positifs, faut bien le dire, du point de vue de la cour royale notamment. La centralisation aussi, politique et administrative. Camille Lefebvre, cette armée que nous évoquons, cette armée coloniale, quand même pas une armée gigantesque, on l'entend bien. Donc il y a sans doute cette stratégie que l'on connaît pas mal, et les Britanniques l'ont parfaitement pratiquée, de s'appuyer sur les uns pour pouvoir avancer tranquillement. Est-ce que c'est ce qui se passe dans le cas du Sahel ? Alors tout l'enjeu de la colonisation, c'est le fait que c'est un très petit nombre d'hommes qui essayent de gérer des territoires immenses et des populations bien plus nombreuses qu'eux. Ça, c'est toujours le cas, c'est comme ça que fonctionne la colonisation. Donc pour gérer un empire immense avec extrêmement peu de moyens, les militaires français qui arrivent pour occuper ce qui est aujourd'hui le Niger, c'est 80 militaires. Ils sont 250 pour un territoire qui fait 2 fois la France jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on est sur des chiffres qui sont vraiment dérisoires. Donc une des stratégies, ça va être d'abord de créer des unités administratives administrables qui prennent des formes que l'on connaît. Donc c'est pour ça qu'on crée des cantons, donc des cercles qui ressemblent à des régions ou à des départements. C'est une manière de s'appuyer sur des structures qu'on connaît. Mais pour que ces structures elles fonctionnent, là on va chercher à ce qu'elles reproduisent des formes ou qu'elles s'appuient sur des formes qui existaient déjà avant la colonisation. Parce que si on veut pouvoir les gérer avec le moins d'hommes possible, il vaut mieux utiliser un chef qui est déjà là. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on conserve les structures à la fois dans leur forme politique ou même dans leur forme territoriale. C'est plus complexe. Mais on va par exemple garder la structure et couper la tête. Effectivement, prendre ceux qui étaient des gouverneurs pour devenir le chef, ou alors revoir la structure d'une manière qui va être territoriale, d'une manière qui va être plus pratique. Mais on va quand même toujours s'appuyer sur des formes politiques qui existent, et donc il va falloir une alliance avec les souverains locaux à leurs différents niveaux, que ce soit des chefs de village ou des sultans, et donc c'est comme ça que la colonisation va prendre pied. Benoît Boucher. Oui, il y a à la fois un aspect technique, effectivement, et puis il y a aussi des mythes. Il y a des mythes qui se constituent, qui se créent. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit lorsque j'étais enseignant dans le secondaire. Pour tenir une classe, notamment pendant un examen, un devoir, vaut mieux leur tourner le dos plutôt que d'être devant, parce qu'ils ne savent jamais si on les regarde ou pas. Ah, vous êtes au fond de la classe. Voilà, au fond de la classe, et on circule dans tous les... Et à l'époque, je rédigeais ma thèse, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est comme ça que j'ai compris aussi les sources. Quand on a effectivement un administrateur militaire à la fin du 19e siècle pour 100 000 habitants, comment on fait ? On fait croire qu'on peut être présent partout. Partout. À tout moment, on peut frapper. À tout moment, on peut arriver. Et c'est cette crainte-là, ce que j'ai appelé le mythe de l'ubiquité. C'est ce mythe-là aussi qui permet de faire tenir l'administration coloniale. Sinon, elle serait absolument inefficace. Enfin, il y a aussi la violence. Bien entendu.
Non, mais bien entendu. C'est important de le rappeler. Hein, on a parlé de vous les chanoines. Je veux dire, ce qui permet aussi d'occuper le Niger, c'est parce qu'il y a eu cette mission qui a massacré de manière arbitraire des villages entiers, des populations de villages entières de manière indifférenciée. Ce trauma-là, cette violence-là, elle permet ensuite que dès que les gens voient quelqu'un en uniforme, dès que les gens voient un blanc ou un tirailleur, ils ont tellement peur qu'ils n'osent plus agir. Et puis le fait de s'associer les élites aussi, ce qui permet d'avoir comme une légitimité en tant que colon parce que on est proche des élites. D'ailleurs, ces élites-là, comment on peut percevoir qu'elles se sont associées? Alors, au-delà simplement d'obtenir une responsabilité ou un poste, comment on peut voir le fait d'ailleurs de se maintenir tout simplement Daouda Gari Tunkara, que certaines familles sont bien présentes parce qu'elles peuvent bénéficier et pourquoi pas de passe-droit, de choses comme ça? Tout à fait. Alors, pour reprendre le cas du Kénédougou qui a donné le cercle de Sikasso, entre autres, les chefs de canton, certains chefs de canton étaient à la fois chefs de quartier. Et donc, ça faisait que, par exemple, pour le canton de Kaboïla, il y avait un quartier à Sikasso qui s'appelait Kaboïla, et il y avait 104 villages qui étaient rattachés au canton. Et donc, le chef de canton, il avait des avantages. C'était lui qui était chargé de collecter l'impôt des administrés. Et il percevait un pourcentage sur ces impôts. C'était lui qui s'occupait de recruter les travailleurs pour le travail forcé, qui recrutait les militaires. Il avait des indemnités. C'était lui aussi qui s'occupait de l'état civil. Donc, ce sont ces représentants qui pouvaient attester de l'identité d'un individu auprès du pouvoir colonial. Et donc ça a créé un pouvoir renforcé auprès des chefs de canton, surtout, et c'est mon dernier point, avant la conquête, ces chefs étaient dans leur province. Là, ils sont à Sikasso, donc ça centralise le pouvoir, ça centralise les ressources, ça centralise aussi la contrainte. Oui, parce que dans ce monde-là, on l'a parlé, c'est un monde où l'on traverse sans cesse. Il y a énormément de déplacements. Le Sahel, c'est est-ouest ou ouest-est, nord-sud dans les deux sens. Et on a évoqué la langue tout à l'heure, langue arabe pour la diplomatie, la langue pour le commerce. On sait bien que dès qu'il est question d'argent, toutes les langues fonctionnent dans tous les sens. Non, mais c'est un monde très traversé avec le cas des Touaregs aussi qui sont présents dans cette histoire-là. Dans ces oppositions, Camille Lefebvre, que les Français ont pu rencontrer dans le processus de colonisation, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est de réussir à faire croire d'une force militaire considérable pour pouvoir avancer, ou de créer des associations parfois fragiles, subtiles, mais on le voit bien, hein. Je ne veux pas dire que ce sont des héros, ces colonisateurs. On a parlé du commandant Lamy, il y a un côté aventure ici. Alors, il y a un côté aventure quand on le voit ah oui, c'est pour ça. du côté des colonisateurs français. On peut dire aussi que de l'autre côté, il y a quand même aussi des formes d'épopées qui sont produites aussi au sein de ces sociétés dans les formes autour des formes de la résistance à la colonisation. Sur la question des Touaregs, donc les Touaregs étaient dans la région. Ils étaient très forts militairement, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient les radias, y compris sur les populations sédentaires plus au sud. Dans certaines régions, ils vivaient aussi avec elles, notamment dans ce qui est le Niger aujourd'hui, avec des formes d'intermariage qui existaient aussi. Mais ce qui va être comme en quelque sorte un choc énorme pour, en particulier, les Touaregs nobles guerriers, ça va être que les techniques de guerre qu'ils utilisent ne fonctionnent pas contre les militaires français. Parce qu'ils arrivent, donc ils font des radias, ils arrivent à chameau et ils foncent sur les villages et ils prennent tous les biens et les populations pour les emmener en esclavage. Mais quand ils font ça avec en face des tirailleurs et leurs officiers français qui font des feux de salve avec des fusils à 2 coups, tout d'un coup, il y a des centaines de chameaux et de personnes qui tombent et qui meurent, et ça va les stupéfier. Et il va y avoir tout un moment où, après 2 ou 3 combats de cette nature-là, les Touaregs vont décider d'une politique attentiste, les nobles guerriers Touaregs, et ils vont choisir d'attendre d'être assez forts militairement et d'avoir notamment les mêmes types de fusils pour pouvoir rentrer en guerre de nouveau avec les Français.
France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Tina Riwen, groupe de musique Touareg. Camille Lefebvre, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'ombre de l'histoire des autres. C'est un ouvrage pour lequel on vous avait reçu pour une sublime émission, et des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sarah Sahel. Vous venez d'évoquer l'esclavage, on a parlé de cette société très hiérarchisée. L'esclavage est à prendre en compte parce que c'est un phénomène historique, intra-africain, bien sûr, mais surtout aussi parce que c'est un argument du colonisateur venu affirmer qu'il va délivrer ses populations de l'esclavage. Alors l'esclavage est central pour comprendre cette région, la région sur laquelle je travaille, mais je pense aussi la vôtre. C'est-à-dire que c'est des sociétés où l'esclavage est très important, au sens où il est interne à l'intérieur de la plupart de ces sociétés. Globalement, dans la région sur laquelle je travaille, c'est une société esclavagiste, dont l'économie est fondée sur l'esclavage. Et quand les colonisateurs arrivent, ils vont dire « nous allons vous libérer de l'esclavage, nous allons créer des sociétés plus justes, qui seront moins arbitraires ». Et ils vont utiliser une forme de domination par la persuasion pour essayer de rentrer dans la tête des plus faibles au sein de cette société. Mais ensuite, ils vont conserver l'esclavage et dire que bien que l'esclavage ait été aboli, il est impossible de mettre en œuvre cette abolition dans ce qui est aujourd'hui le Niger. Mais je crois que c'est pareil pour le Mali et le Burkina. Pareil pour le Mali ? Tout à fait. Au Mali, il y a eu, comme dans le reste de l'AOF, abolition officielle de l'esclavage. Mais ça n'a pas été appliqué dans la mesure où les anciens chefs et anciens maîtres auraient pu opposer une résistance au maintien de l'ordre colonial. Donc du coup, l'administration a fermé les yeux sur la pratique de l'esclavage. Et donc on est resté dans un système d'entre-deux jusqu'à l'indépendance. Et donc ce sont des pratiques qui ont continué à exister sur le terrain. Et certains personnes considérées comme esclaves ont pu avoir un début d'émancipation en passant par l'armée coloniale ou par l'école coloniale, mais c'est une toute petite partie. Et la structure esclavagiste est encore une réalité. Oui, parce que c'est vraiment ça la question, c'est de dire comment un système tel que celui mis en place par les Français et d'autres pays, bien sûr, pendant si longtemps, a pu se maintenir, on l'a dit, avec des effectifs très réduits, comme vous avez dit, Camille Lefebvre, 250 personnes dans le cas du Niger, c'est ça. Pour un territoire qui fait 2 fois la France jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est vraiment étonnant, et c'est là qu'on comprend comment les colonies françaises n'ont pu tenir que grâce à une construction avec les élites locales. Petit passage un peu plus tard, et vous allez voir combien c'est éclairant sur la question. Nous sommes en Haute-Volta, Burkina Faso. Plus tard, je vous dis, 1932. Les raisons qui naguère ont poussé le gouvernement français à créer la colonie de la Haute-Volta en 1919 s'avèrent plus impérieuses aujourd'hui que jamais, à l'heure où l'indigène, tiré de sa barbarie, ne demande qu'à suivre le chemin du progrès tracé par la nation protectrice. Que deviendraient les Mossi, le jour où ils seraient gouvernés de loin, comme autrefois, alors qu'ils commencent à comprendre les bienfaits de la civilisation française? Nous sommes enclins à penser que le peuple Mossi, grand réservoir d'hommes, deviendrait simplement le grenier de réserve, dans lequel les entreprises privées viendraient puiser le capital humain, sans lui assurer aucune compensation. Benoît Bochet, qui est l'auteur de ce texte ? Alors, l'auteur présumé de ce texte, c'est le roi Côme II, le roi des Mossi de Ouagadougou, qui est mortifié, c'est ce qu'on lit par exemple dans les archives des Pères Blancs, qui est mortifié par la décision qui a été prise en 1932 de supprimer la Haute-Volta. La Haute-Volta, elle était considérée par le roi comme sa chose, comme une récompense aussi pour la fidélité des Mossi pendant la Grande Guerre, pendant aussi la répression d'une guerre anticoloniale du Bani-Volta, etc., etc. Et en 1932, c'est la sinistrose qui règne en Afrique occidentale française, c'est les effets du crash de Wall Street de 1929, c'est la crise économique mondiale. Donc, économie de personnel, on supprime le territoire voltaïque, il en est mortifié, Ouagadougou est promis à un déclin, la capitale royale, qu'il estime être une capitale impériale, etc. Et ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez proposé, que vous avez diffusé, c'est qu'il utilise les mots, en fait, du colonisateur, il y a un jeu de miroir, il fait plaisir.
Donc, il parle bien de nation civilisatrice, il se place comme protégé. Bref, il sait parler, en fait, aux Nassaras, c'est-à-dire aux Blancs, aux Français. Hein. Et donc, il va mener en même temps un combat politique très subtil, avec un combat épistolaire, et en n'hésitant pas aussi à manier la menace. Là, on le sent, en fait. C'est-à-dire, je vous adore, la France, vous nous protégez, vous êtes la mission civilisatrice, vous nous guidez vers les lumières de la civilisation et du progrès. Mais attention, si vous ne respectez pas vos engagements vis-à-vis de nous et si vous ne restaurez pas la colonie de Haute-Volta, les recrutements de la main-d'œuvre vont être un peu plus difficiles. Et le recrutement des tirailleurs, des soldats aussi. Donc, il y a du chantage. Et fort, ouais. Voilà. Et la monnaie d'échange, dans la négociation, il faut bien le dire, c'est les hommes et les femmes. Le roi utilise ces sujets comme une monnaie d'échange, parce qu'en fait, la Haute-Volta et le Pays Mossi est considéré comme, en gros, un réservoir de main-d'œuvre, notamment pour le chantier du chemin de fer au Sénégal, en Côte d'Ivoire, l'Office du Niger en 1932, etc. Et c'est une terre à soldats, et notamment terre à soldats coloniaux qui ont combattu pendant la Grande Guerre. Alors, Terre à soldats, très bien, avec toutes ces constructions que vous venez d'évoquer, le chemin de fer, les routes, la gloire de la France, l'apport de la colonisation. Camille Lefebvre a nuancé. Hein. Voilà, donc au Niger, quand les Français partent, ils ont construit 60 km de routes goudronnées pour l'ensemble du territoire qui fait 2 fois la France. Voilà, donc voilà, on comprend la nuance, mais c'est intéressant de déconstruire tous ces discours de propagande avec une dernière question, c'est celle de l'indépendance qu'on a évoquée, ces élites qui étaient associées aux colonisateurs, mais c'est pas de la collaboration, faut pas du tout le concevoir comme ça, hein. C'est une autre construction qui s'est écrite sur un temps long. Ces élites-là, on va les retrouver toujours en place après les indépendances. Oui, au Mali, donc ce sont les élites qui prennent le pouvoir en 1960 sont des instituteurs formés à l'école William Ponty de Dakar. Et donc, ce sont eux qui vont diriger le pays, mais avec une centralisation accrue du pouvoir et des richesses à Bamako, plus que pendant la période coloniale, et encore plus que pendant la période précoloniale avec des guillemets. Et il y a aussi un autre problème qui va se poser, c'est au niveau de l'unification du territoire. On a parlé tout à l'heure des Touaregs. Au Soudan français, les zones sahariennes habitées par les Touaregs ou les Tamasheks avaient un système d'administration indirect et sans les contraintes du système colonial, le travail forcé, la conscription, etc. Et il y a les idées de différenciation raciale aussi qui sont développées. Bref, quand le pays arrive à l'indépendance, il y a tous ces problèmes qui sont pas réglés et qui vont s'accentuer. Voilà. Oui, c'est ce qu'on voit vraiment, hein. C'est-à-dire que la pression du colonisateur a étouffé des problèmes et les a accentués par le fait, et tout est là pour exploser. En un mot, Benoît Beuchet. Alors, en un mot, très rapidement, c'est la République des rois, le Burkina Faso, la Haute-Volta, et c'est ça la contradiction. C'est une république qui a bâti pratiquement ou co-bâti une monarchie, et ça, elle n'a pas donné la clé à l'État postcolonial pour se dépêtrer de cette contradiction-là, la République des rois. Les inégalités sociales sont toujours là, elles ont été renforcées par la colonisation et elles finissent aujourd'hui par exploser. D'où la nécessité de faire cette histoire et de la comprendre pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Merci vivement à tous les trois, Camille Lefebvre, Benoît Beuchet, Daouda Gari Tunkara, de nous avoir présenté le Sahel. Hein. C'était une grande ambition, cette émission, et cette vivacité de recherche historique. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi, depuis le Moyen-Âge, les jeux floraux ont-ils été un enjeu à la fois culturel et politique ? L'Académie des Jeux floraux est l'une des plus prestigieuses institutions culturelles de notre pays. Parmi ses membres figurent d'éminentes personnalités, dont 3 prix Nobel, 4 cardinaux et de nombreux académiciens. Pour la recherche historique, l'intérêt de cette institution tient d'abord à son ancienneté. Elle fut fondée à Toulouse en 1323 par plusieurs poètes qui se réunirent pour former ce qu'on appela le Consistori del Gai Saber, ou Consistoire du Gai Savoir. Le modèle était celui des Jeux floraux célébrés à Rome en l'honneur de la déesse Flore. Surnommés les Mainteneurs, ces poètes organisèrent un concours littéraire en langue d'oc qui récompensait chaque année l'œuvre d'un troubadour en lui remettant une violette dorée, alors fin. Ainsi fut fondé
l'une des plus anciennes sociétés littéraires d'Europe. Le déclin des comtes de Toulouse avait permis à cette institution médiévale de conquérir son autonomie. Mais très vite, les magistrats de la ville, qu'on appelait les capitouls, voulurent la régenter. Pendant des siècles, des conflits incessants opposèrent les mainteneurs et les capitouls pour le contrôle de l'institution. C'est un exemple précoce permettant de mieux comprendre comment des intellectuels peuvent mobiliser leur capital culturel pour combattre efficacement le pouvoir politique. En 1513, un nouveau différend ayant opposé les capitouls aux mainteneurs, ces derniers décidèrent de prendre leur indépendance. Ils changèrent le nom de leur institution et se placèrent sous le patronage d'une bienfaitrice nommée Clémence Isor. Celle-ci n'ayant jamais existé, ils lui inventèrent un passé, en créant des archives de toutes pièces pour affirmer qu'elle avait légué tous ses biens à la ville à condition que les Jeux floraux y soient organisés chaque année. À Toulouse, la statue de Clémence Isor, qui trône sur une fontaine, place de la Concorde, est l'une des traces qui subsistent aujourd'hui de cette stratégie mémorielle. Un autre intérêt que présente l'histoire des Jeux floraux pour la recherche historique concerne le processus de francisation de l'institution. Alors qu'au départ, le consistory d'El Gaïsaber ne récompensait que des poésies écrites en occitan, en 1513, pour la première fois, une ballade en langue française reçut la violette d'or. Mais le basculement décisif ne se produisit qu'en 1694, lorsque la Compagnie des Jeux floraux est devenue l'Académie des Jeux floraux, nom qu'elle a gardé jusqu'aujourd'hui. L'institution toulousaine, qui avait beaucoup perdu de son dynamisme, fut alors réhabilitée grâce à Simon de la Loubière, un poète né à Toulouse qui servit Louis XIV comme diplomate avant d'être élu membre de l'Académie française. En 1694, Louis XIV édicta les nouveaux statuts de l'institution. Reconnue comme une académie royale, elle fut chargée de récompenser des œuvres écrites en français. En 1895, l'occitan fut rétabli dans les concours de l'Académie florale aux côtés du français. C'est la preuve que, contrairement à ce qui est souvent affirmé, la Troisième République n'a pas toujours réprimé la diversité culturelle. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Guillaume Ficheux, émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Dudès, Jeanne Copin, Mathieu Copal et Mayouen Guiziou. Le cours de l'histoire à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.